Une demi-heure pour faire le point sur l'actualité politique et parlementaire. C'est le 19h de Public Sénat. Voici les titres de ce lundi 27 septembre. Philippe Courroy, qui enquête seul sur l'affaire Woerth-Bettencourt, affaibli. La plus haute autorité judiciaire recommande la saisine d'un juge d'instruction, mais le procureur de Nanterre entend poursuivre son enquête préliminaire. François Fillon fait presque l'étonné après ses déclarations choc sur son avenir. Il affirme aujourd'hui qu'il ne se préoccupe pas des supputations. C'est le dossier du 19h avec nous. Tout à l'heure, le filloniste Jérôme Chartier. Les sénatrices cherchent à améliorer le sort des futures femmes retraitées, mais elles s'opposent au sein de la délégation aux droits des femmes. Jacqueline Panis, sa vice-présidente, sera notre invitée. Le plus haut magistrat de France recommande donc la désignation d'un juge d'instruction indépendant dans l'affaire Woerth-Bettencourt. Agissant comme une autorité morale, Jean-Louis Nadal réclame de nouvelles investigations avant de saisir éventuellement la Cour de justice de la République. À la justice de s'organiser comme elle le souhaite, commente laconiquement Éric Woerth, alors que l'eurodéputé Eva Joly salue la décision du procureur général près la Cour de cassation. Exiger la saisine d'un juge d'instruction dans les affaires Bettencourt-Woerth est pour moi une décision qui sauve l'honneur de la justice dans notre pays et qui est une garantie pour nous tous qu'il y aurait là une véritable enquête et non pas des enquêtes circonscrites et qu'on va se servir de tous les instruments prévus dans le code pénal pour découvrir la vérité. L'eurodéputé Eva Joly, propos recueillis par Aurélien Romano. A noter donc ce soir que le procureur de la République de Nanterre, Philippe Courroy, est une fin de non-recevoir précise qu'il entend poursuivre son enquête préliminaire. Le report du procès Clearstream en appel, la Cour d'appel de Paris annonce qu'elle reporte sa fixation, pour commencer, au deuxième trimestre 2011. Jacques Chirac peut envisager son avenir judiciaire avec tranquillité désormais après le vote du Conseil de Paris en faveur de l'accord d'indemnisation sur les emplois fictifs. Il fera donc face lors de son futur procès à un banc des victimes déserté alors que le parquet doit plaider la relaxe. Les élus verts de la capitale ont été très offensifs, mais Bertrand Delanoë a recueilli un soutien massif du PS et de l'UMP. Claire de Buisère. L'ardoise est effacée. Le Conseil de Paris a adopté ce matin le protocole d'indemnisation conclu entre Jacques Chirac et la mairie de Paris dans l'affaire des emplois fictifs. La ville récupérera un peu plus de 2 200 000 euros. En échange, la mairie de Paris renonce à être partie civile au procès de l'ancien président. Le préjudice est réparé très vite et bien, c'est-à-dire à l'euro près. Et deuxièmement, la justice suit son cours. Pour les quelques élus qui ont voté contre, c'est un mauvais signal politique envoyé aux Français. Ça donne l'impression que les responsables politiques peuvent s'arranger entre eux pour éviter la justice. Les dégâts sont considérables, on le voit bien, l'opinion publique n'est pas d'accord. Bertrand Delanoë, quant à lui, ne veut pas entendre parler d'accord à l'amiable. Il y a comme tout justiciable une personne mise en cause par la justice qui propose de réparer. Elle répare, la victime retire sa plainte et le procès a lieu après que la victime ait retiré sa plainte. C'est ce qui est ouvert à n'importe quel citoyen. Si le volet civil de l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris est désormais réglé, Jacques Chirac sera tout de même jugé sur le plan pénal. Son procès devra avoir lieu au début de l'année prochaine, mais sans partie civile. Notons que le maire de Paris précise par ailleurs qu'il entend organiser différemment la rémunération des grands directeurs de la ville. Un rapport récent de la Chambre régionale des comptes vient en effet d'épingler le coût salarial des plus hauts postes de l'hôtel de ville de la capitale. Un nom barbare, la NOM, mais des conséquences concrètes pour tous. La nouvelle organisation du marché de l'électricité, déjà votée à l'Assemblée nationale, est débattue désormais au Sénat. Les adversaires de l'ouverture à la concurrence craignent une envolée des prix et une dégradation du service. Jérôme Rabier. Concurrence accrue rime souvent avec facture qui diminue. Mais dans le marché de l'électricité qui s'ouvre à la concurrence, l'équation n'est pas aussi simple. Aujourd'hui, on nous dit qu'il faut augmenter les prix pour permettre la concurrence. Visiblement, on a le sentiment de marcher sur la tête.
Pour le rapporteur du texte au Sénat, la France n'a pas le choix et doit s'adapter à la législation européenne, tout en conservant le tarif régulé pour les particuliers. Nous avons 2 procédures juridiques contre notre pays, avec à l'appui des amendes très fortes. C'est ce qui a été négocié avec Bruxelles. Nous pouvons conserver le tarif régulé. Ça ne veut pas dire que par ailleurs, il n'y aura pas d'autre augmentation comme celle qui a eu lieu le 15 août. Alors que l'examen du projet de loi vient à peine de commencer, l'UFC Que Choisir dénonce un forcing d'EDF. En voulant vendre son électricité à des prix élevés à ses concurrents, l'opérateur historique pénalise finalement le client. L'organisme de défense des consommateurs est certain du dénouement, une explosion du tarif réglementé pour les usagers. Nicolas Sarkozy et Mahmoud Abbas sur la même ligne pour déplorer la fin du moratoire sur la colonisation israélienne en Cisjordanie. Le chef de l'État l'a déclaré en recevant aujourd'hui à Paris le président de l'autorité palestinienne. Nous l'écoutons. Nous avons regretté que les appels unanimes afin de prolonger le moratoire israélien sur la colonisation n'aient pas été entendus. Je le déplore. Ce gel existait depuis 8 mois. Il fallait le maintenir pour donner toutes ses chances à la négociation. Et je le dis devant le président Mahmoud Abbas, la colonisation doit cesser. Voilà, et Mahmoud Abbas a renvoyé, lui, au début octobre, sa décision de poursuivre ou non les négociations directes avec Israël. Notons également ce soir que le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, se déclare déçu de la non-reconduction de ce moratoire israélien. La suite du 19h, l'équation Fillon, quand le Premier ministre se charge de compliquer la tâche du président. Après avoir lui-même annoncé qu'il se tournait vers de nouveaux challenges, François Fillon fait mine aujourd'hui de ne pas entendre l'écho de son interview retentissante à France 2. C'était hier à la mi-journée. Je ne me préoccupe pas des supputations sur mon avenir, a glissé tout à l'heure le Premier ministre lors d'un déplacement en région parisienne. Bonsoir Emmanuel Kessler. Bonsoir Michel. Alors si le chef de l'État est le maître du temps pour le remaniement, le Premier ministre lui complique la tâche. Oui, parce que François Fillon apparaît désormais comme parfaitement décontracté, décomplexé, en marquant sa différence, son autonomie vis-à-vis du chef de l'État. Et c'est effectivement nouveau dans cette interview sur France 2 qu'on a vue ce week-end, où rien n'est improvisé. On le voit à l'image, un ton très posé, des mots très pesés. Eh bien, on a beaucoup insisté sur la petite phrase « Nicolas Sarkozy n'est pas mon mentor », une allusion indirecte, référence non dite à Philippe Séguin, dont François Fillon a été proche et qui reste le symbole d'un gaullisme social, donc d'une ligne politique différente de celle du président de la République. Et à y regarder de près, tout au long de cet entretien, au-delà de cette phrase très commentée, on s'aperçoit qu'il y a une distance qui s'exprime avec le président de façon tout de même assez forte sur le rôle du Premier ministre. Par exemple, François Fillon y met les formes, mais il est clair, sans Matignon, point de réforme. Sans cette tour de contrôle qu'est Matignon, l'administration française ne marche pas, le pays ne fonctionne pas. L'impulsion, la force de communication du président de la République, c'est bien entendu ce qui donne la direction. Mais sans la tour de contrôle ici, j'ai envie de dire sans les mécaniciens de l'interministériel, il ne se passe rien. Alors, autre extrait maintenant de cette interview à nos confrères de France 2, où le Premier ministre va encore plus loin lorsqu'il évoque son style propre de gouvernement, qui est à l'opposé de ceux qui en font trop. Je pense qu'il y a des gens qui mériteraient d'être plus discrets. Et moi, il faut parfois que je me force un peu pour l'être moins. Une démocratie moderne, compte tenu en particulier du niveau d'exposition médiatique qui est celui des responsables politiques et particulièrement du Premier ministre, ça nécessite une grande modération dans l'expression publique et dans la manière de communiquer. Alors, Emmanuel, François Fillon avait déjà évoqué des différences de fond avec Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'on peut dire, après cette interview, que le chef de l'État doit voir en lui un possible rival? Certains évoquent d'ores et déjà un recours. Eh bien, en tout cas, Nicolas Sarkozy, en annonçant très à l'avance le remaniement, a donné à François Fillon l'occasion de se préparer, de peaufiner une sorte de marque Fillon.
On l'avait vu, vous y avez fait allusion à la fin de l'été, lorsqu'il avait fait entendre une tonalité différente à propos du discours sécuritaire de Grenoble. La semaine dernière, devant les parlementaires de l'UMP, il s'est posé en chef de la majorité et également en prononçant une forme de discours bilan. Il se projette maintenant sur de nouveaux horizons, fort d'une popularité qui est tout de même nettement plus élevée que celle du chef de l'État. On voit qu'il est décidé à jouer sa propre carte. Alors de deux choses l'une, ou bien Nicolas Sarkozy le garde, mais il n'aura plus un Premier ministre aussi effacé qu'il le pensait en 2007. Il faudra compter avec lui pleinement. Ou alors il change de Premier ministre, mais François Fillon va jouer un rôle dans le jeu politique. Certes, il soutiendra Nicolas Sarkozy en 2012, mais il fera entendre sa propre musique au poste où il sera. Alors on parle de la présidence de l'Assemblée nationale, on parle éventuellement de la mairie de Paris, on ne sait pas encore, toutes les hypothèses sont ouvertes, tout ça c'est pour plus tard, mais en tout cas, François Fillon pourrait faire entendre une partition, qui n'est pas toujours celle de Nicolas Sarkozy. Bref, s'il le garde, c'est un égal, et effectivement, s'il s'en va, il peut devenir un rival. Merci Emmanuel. Invité du 19h, le député filloniste du Val d'Oise, Jérôme Chartier. Est-ce que vous acceptez le qualificatif ? Bonsoir, j'accepte le qualificatif d'ami de François Fillon, puisqu'au fond, il n'y a pas de filloniste dans la mesure où François Fillon n'est pas un homme d'un clan, c'est plutôt un homme de la droite rassemblée, donc il n'y a pas une sorte de ghetto filloniste, ça n'existe pas. D'accord, mais François Fillon a quand même son club politique, qu'on peut juger filloniste par essence. Oui, si vous voulez, mais c'est surtout un club d'inspiration du gaullisme social, qui rassemble beaucoup de parlementaires, beaucoup de Français, et qui est incarné aujourd'hui par François Fillon, mais voyez-vous, c'est pas une sorte de clan. Lorsqu'on parle de filloniste, moi j'ai toujours le sentiment que c'est une espèce de club qui se réunit dans la remise quelque part, alors que c'est pas ça François Fillon, c'est pas ça ses amis. Il a beaucoup d'amis et des amis, je dirais, qui viennent de tous les univers. D'accord, mais est-ce que vous diriez, vous qui l'aimez tant, que c'est votre mentor, par exemple ? Écoutez, on a tous une aspiration. Ce qui est vrai dans la relation que j'entretiens avec François Fillon, c'est que lorsqu'il m'a confié, voici près de 15 ans maintenant, des responsabilités au sein du Rassemblement pour la République, c'est le premier qui m'a fait confiance. Donc vous revendiquez François Fillon comme mentor. De cette amitié depuis bien longtemps, ce qui n'empêche pas d'avoir des discussions fréquentes avec le Premier ministre et parfois d'avoir des positions différentes. Sincèrement, dites-nous, franchement, qu'est-ce que vous avez le plus apprécié dans son interview à France 2 ? Écoutez, ce que je viens d'entendre, c'est toute la sincérité du Premier ministre et la sincérité sur la description qu'il fait de Matignon. On voit une image intéressante et voyez-vous les interprétations qui diffèrent. Lorsqu'il décrit la machine Matignon, de quoi parle-t-il ? Il parle du rôle du secrétaire général du gouvernement et du secrétariat général du gouvernement qui est installé aujourd'hui à l'hôtel Matignon rue de Varennes. Et certains disent c'est au fond une sorte de position marquant le fait que sans Matignon rien ne se fait. Mais c'est surtout un fonctionnement institutionnel. Il n'y a rien d'interprétation en termes de rivalité entre l'Élysée et Matignon. C'est la description du fonctionnement actuel. Et je vous rappellerai que François Fillon... Vous avez relevé qu'il y avait quand même de la part du Premier ministre une manifestation d'émancipation, puisqu'il s'est présenté comme allié du chef de l'État, pas plus. Donc il se place à égalité avec le président de la République, Jérôme Chartier. Il n'a jamais dit cela dans aucun de ses propos. On pourra les reprendre ensemble si vous le voulez. On les a rediffusés justement pour que les choses soient bien claires. Il a toujours marqué sa fidélité, sa loyauté, aux côtés du président de la République, mais lorsqu'on dit aux côtés du président de la République, c'est reconnaître qu'il y a un président, qu'il y a un décideur, et qu'il y a la personne qui est à ses côtés, qui travaille avec lui, qui travaille pour lui, en totale fidélité. C'est comme ça que François Fillon, manifestement, a toujours conçu ce rôle. C'est aussi comme cela que l'ensemble des parlementaires, et je crois beaucoup de Français, l'apprécient. Il avait théorisé, effectivement, la place de Matignon. Il avait même théorisé, d'ailleurs, la disparition du rôle de Premier ministre dans son dernier livre, quand on l'écoute attentivement, franchement... On pourrait reprendre à nouveau ses propos, Jérôme Chartier, mais on a quand même l'impression que c'est plus qu'un renversement de situation par rapport à celle qu'on a connue depuis 3 ans entre les deux têtes de l'exécutif. Écoutez, Michel Grossière, pour vous faire plaisir, reprenons il y a 3 ans. Alors, que dit-il il y a 3 ans ? Il dit la France est en situation de faillite.
Et qu'est-ce que dit la presse à ce moment-là? Ah voilà, François Fillon prend sa liberté, prend ses libertés. François Fillon, depuis 3 ans, vous aurez l'occasion de retracer ses différents propos, a toujours eu cet espace de liberté. D'ailleurs, toujours en quelque sorte avec l'accord, l'assentiment du chef de l'État qui lui reconnaissait cette part de liberté parce que François Fillon est un homme politique, qu'il a un parcours politique très ancien. C'est un ancien parlementaire et donc il a une formation politique depuis bien longtemps, bien avant de devenir Premier ministre. Donc ce parcours-là le légitime à avoir sa part de liberté, mais c'est toujours une part de liberté, vous avez pu l'observer, dans une totale fidélité au président de la République. Donc alors on peut peut-être parler uniquement d'émancipation personnelle, peut-être pas politique, si on vous suit. C'est vrai que finalement, c'est ce que rappelle la gauche aujourd'hui. Il défend tous les pans de la politique décidés par Nicolas Sarkozy. Mais oui, bien sûr, et il n'en nommait aucun, puisque tous les pans de la politique décidés par Nicolas Sarkozy, néanmoins, vous voyez une différence de style. Moi, je ne vois aucune différence de style. Là où vous en voyez une, parce que vous avez le sentiment d'un Premier ministre qui serait subitement émancipé, alors que François Fillon a toujours eu sa part de liberté. Quand il recommande aux hommes politiques, Premier ministre et bien avant d'ailleurs, d'être un peu plus discret, on sent qu'il pense au chef de l'État. Est-ce que vous l'avez reçu comme ça, vous? Non. Mais non, je ne l'ai pas reçu comme ça, puisqu'en l'occurrence, j'ai eu maintes fois des conversations avec lui sur la liberté que tel ou tel pouvait prendre, et à aucun moment il ne s'agissait du président de la République. Donc vous voyez, il y a toujours des différences d'interprétation. Il y a, c'est vrai, en ce moment, il faut le reconnaître, une sorte de pression médiatique pour trouver tous les moyens d'opposer François Fillon et Nicolas Sarkozy. Je crois que vous faites fausse route parce que François Fillon et Nicolas Sarkozy s'entendent très bien. En tous les cas, le Premier ministre, ils ont une relation de grande proximité. Utiliser les ressorts médiatiques, Jérôme Chartier. Pour vous, l'idéal serait qu'il reste à Matignon? Écoutez, pour l'idéal, c'est le président de la République qui le décidera, et c'est ce qui sera idéal pour lui et pour la conduite des responsabilités du pays. Votre jugement, votre envie. Je vais vous faire une confidence. Je ne suis pas président de la République. Donc, vous savez, dans ces cas-là, il faut s'abstenir de tout commentaire parce que la politique fiction, c'est pas mon truc. Moi, ce que je souhaite, c'est que le Premier ministre, quel qu'il soit, exerce avec autant de passion, d'envie, avec autant d'ardeur la responsabilité que François Fillon. Et donc ça peut être à la fois François Fillon ou toute personne qui sera désignée par le président de la République. Est-ce que vous regretterez l'équilibre qui est celui que vous percevez aujourd'hui à la tête de l'État? Est-ce que vous le regretterez? Michel Grossier, on est aujourd'hui dans un moment qui est un peu particulier. C'est comme si finalement la question est pile dans l'actualité. Oui, c'est vrai. C'est comme si finalement on dit qu'il prépare son. C'est comme si finalement, mais non, c'est comme si finalement le temps est suspendu. Regardez, vous avez plusieurs solutions. Il faut le reconnaître. Il y a le fait que François Fillon peut rester Premier ministre ou peut ne pas rester Premier ministre. Mais pour l'instant, tel n'est pas le cas puisque nous sommes toujours dans la configuration où François Fillon est Premier ministre. C'est le président de la République qui est maître du temps. Il prendra sa décision comme on dit le moment venu, et c'est sa responsabilité. Vous n'avez pas senti tout ce que la pression exercée par François Fillon dans ses déclarations? Aujourd'hui, c'est que moi j'ai vu François Fillon aux journées parlementaires à Biarritz, j'ai vu les parlementaires lui réserver le jeudi soir comme le vendredi un accueil extrêmement amical, je dirais fraternel, et ce que ça signifie, c'est que François Fillon, quel que soit son avenir, est aujourd'hui un homme politique qui marque la droite en France et qui marquera la droite en France dans un proche ou dans un moyen avenir. Où est-ce que vous voyez son avenir? Eh bien, écoutez, dans quelques jours, là, les jours qui viennent à l'hôtel Matignon... On parle comme d'un recours. Qu'est-ce que vous leur dites à ceux-là? Pour l'élection présidentielle, enfin, il n'y a aucune alternative à Nicolas Sarkozy en 2012. Soyons sérieux, c'est l'homme qui a su prouver qu'il relevait tous les défis, même les plus inattendus, comme le défi de la crise mondiale. Malheureusement, l'actualité passe vite et on ne se souvient pas suffisamment qu'on a connu en octobre 2008 une crise mondiale sans précédent depuis les années 30 et que Nicolas Sarkozy a été l'homme qui a permis à la France de s'en sortir bien moins mal que tous les autres pays occidentaux et d'une façon générale que tous les autres pays du monde. Bref, il a quand même su relever les défis et on pourra au moins, puisque j'ai le sentiment que parfois beaucoup de reproches lui sont faits, au moins lui savoir gré d'avoir su maintenir la situation économique de la France dans un contexte très difficile. Oui, c'est vrai, c'est l'homme de la situation en 2012. Dernière question, est-ce que vous estimez qu'il y a une part de vengeance, de l'homme blessé, peut-être par trop de condescendance dans ses déclarations à France 2?
Non, il n'y a aucune vengeance. On a le sentiment qu'il y a une sorte de rivalité entre le président de la République et le Premier ministre. C'est la règle de cette République, vous le savez. Mais ce n'est jamais la règle de la relation entre le président de la République et le Premier ministre, simplement parce qu'il y en a un qui a la responsabilité, qui est celle de prendre les décisions, et le second d'être à ses côtés pour faire en sorte que les décisions prennent leur plein effet. Donc forcément, le couple président de la République, Premier ministre, pour que ça fonctionne, et en l'occurrence ça fonctionne bien, doit être ensemble et doit être uni. Et manifestement, c'est ce que ce couple prouve depuis 3 ans. Très bien, merci Jérôme Chartier de vos commentaires. On n'avait pas tout à fait l'impression que François Fillon lui-même avait cette vision-là, hein, de sa propre expérience. Mais bon. Michel Grossian, c'est parce que votre vision sans doute est celle de l'analyste, mais parfois, vous savez, la vision de l'analyste est votre vision, mais c'est pas celle qui reflète les faits. Les faits sont plutôt, je suis désolé pour vous, mais proches de ce que je vous décris. Très bien, mais on est heureux de vous entendre ce soir. C'est la question du nouvelobs.com, le partenaire du 19h. Écoutez bien, François Fillon doit-il rester à Matignon? Vous répondez oui, mais là, les internautes du Nouvel Obs ne sont que 27% à dire oui, non, 59%. Et moi, Michel Grossian, je réponds si le président de la République le souhaite. D'accord. Oui, mais voyez-vous, tout cela, c'est d'abord le président de la République qui le décide. On ne peut. Et puis, qui pourrait se permettre de demander au président de la République de prendre telle ou telle personne? Ça n'aurait aucun sens. D'accord. Vous n'êtes pas en mission ici pour amoindrir la portée des propos de François Fillon, puisque lui a mis en garde aujourd'hui contre toute supputation sur son avenir. Non, il n'y a pas une opération. Si j'étais en mission, ça voudrait dire que finalement, je vous aurais téléphoné pour que vous m'invitiez. Or, comme vous le savez, tel n'est pas le cas, puisque c'est vous qui m'avez téléphoné, et j'ai répondu oui à votre invitation. Donc, merci. Vous serez la mission. Merci d'avoir répondu oui à notre invitation, Jérôme Chartier. Merci. Plaisir. Tout de suite, la dernière page du 19h. 3 questions à Jacqueline Panis, la vice-présidente au Sénat de la délégation aux droits des femmes. Elles seraient en effet les premières touchées par les mesures d'âge, notamment la contrainte d'attendre 67 ans pour toucher une pension sans décote, faute d'avoir suffisamment cotisé. Comment aménager la réforme? Quelles mesures ou marges sont possibles dans le cadre étroit fixé par l'Élysée? Jacqueline Panis, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, s'agit-il pour vous, pour votre délégation, de corriger une inégalité dans la loi? Bien, il s'agit avant tout pour la délégation, effectivement, de faire en sorte que l'on parle plus des femmes parce qu'elles tiennent un rôle important dans la société et en particulier sur le dossier qui nous est fort attaché maintenant sur les retraites, bien entendu. Parlez-vous d'une inégalité à corriger? Une inégalité qui pourrait... Vous qui êtes élu de la majorité. Oui, on pourrait toujours se dire que les inégalités sont toujours à corriger, bien entendu. Mais là, nous souhaitons mettre en avant la carrière des femmes actuellement, parce qu'on sait que principalement ce qui ressort le plus comme difficulté, c'est l'inégalité professionnelle. Donc c'est déjà là la première correction à apporter, et nous avons mis cela en première recommandation de cette journée. L'inégalité des salaires, mais ça c'est... Voilà. J'ai envie de dire, c'est une vieille lune. Il y a déjà eu des lois pour essayer de corriger cette inégalité. Elles n'ont rien changé ou très peu. Alors, effectivement, c'est la dernière date de 2006. Ça a été soulevé et mis en évidence cet après-midi. C'est une grosse lacune que nous souhaitons corriger. Nous avons rencontré M. Woerth la semaine dernière avec Michel Ondré et il a effectivement annoncé qu'il s'engageait dans cette réflexion pour enfin arriver à un texte qui sera enfin. Voilà. Enfin, mais personne n'y croit. Vous avez entendu, notamment les femmes, elles n'y croient pas elles-mêmes. C'est que moi, je n'ai pas d'antériorité, donc je n'ai pas connu ce texte et je pars du principe qu'il faut espérer que les choses avancent. Elles avancent quand même timidement. Alors, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour les femmes, par exemple, qui n'ont pas eu de carrière complète? Vous avec votre délégation? Alors, nous avons 9 recommandations globalement. Donc la première, on l'a dit, c'est celle concernant l'égalité professionnelle. Donc ça, c'est un point plus à acter. La seconde qui concerne aussi le nombre de cotisations en durée. En durée, nous ne souhaitons pas maintenir les 25 années, les 25 meilleures années, mais au contraire proposer les 100 meilleurs trimestres. La durée est la même, mais ça peut avoir une conséquence positive pour toute personne salariée.
hein. Donc ça va venir dans le temps assez rapidement. C'est une proposition qui pourra faire l'objet d'un amendement. Tout à fait. Très bien. Hein. D'autres mesures très concrètes. Très concrètes. Alors nous proposons les 65 ans pour les mères ou toute personne justifiant de l'éducation d'enfants ou Combien 3 on n'a pas donné de, on n'est pas allé jusque dans la quantité, si vous permettez. Non, nous donc justifiant de l'éducation ou ayant été amené à fractionner sa carrière pour être au chevet d'une personne handicapée ou anticiper quelquefois demander la retraite plus tôt pour s'occuper d'une personne malade ou invalide. Donc vous voulez le maintien de la borne d'âge dès 65 ans, alors que le gouvernement a dit qu'il serait inflexible sur le sujet. Vous êtes une élue de la majorité, vous pensez là qu'il y a une marge ? Ah bien, écoutez, moi, déjà, la délégation à l'unanimité s'est prononcée sur cette disposition avec 2 abstentions, mais c'est quand même très favorable d'aboutir à cette résolution. Et il est demandé, est-ce qu'il y a un amendement de... D'accord. Alors, donc, ça va avancer. Vous n'êtes pas, cela dit, parvenu tout à fait à un consensus féminin au sein de votre délégation. Loin de là, je vous propose d'écouter 3 réactions venues des autres rangs que l'UMP, recueillies par Aurélien Romano, avec Yannick Baudin, Odette Terrade et Catherine Morin-Desailly. Vous écoutez et vous réagissez. Pour le groupe centriste, nous aurons un certain nombre d'amendements correctifs d'inégalités aujourd'hui, des amendements aussi qui préparent l'avenir, et puis nous aurons cette exigence que la loi puisse permettre à terme de corriger efficacement les inégalités salariales hommes-femmes, comme nous l'avions demandé en 2006. Pour l'instant, nous avons adopté ces recommandations, mais tout en sachant qu'elles sont bien évidemment pas suffisantes pour changer réellement la situation qui est faite aux femmes actuellement. Alors, entre des amendements que le groupe socialiste lui-même, de son côté, va présenter et qui auront une autre ambition, le fait que certaines de ces recommandations vont dans le bon sens, mais qu'il y a aussi beaucoup de propositions qui ne seront pas reprises par le groupe EMP, qui ne seront pas soutenues par le gouvernement, je crois que le mieux, c'était de ne pas voter contre, mais il n'était pas possible de voter pour. Ah, alors, est-ce que ces propositions seront un coup d'épée dans l'eau? Est-ce que vous allez vous battre maintenant? Il va falloir se battre, bien entendu. Alors là, vous soulevez un peu le fait que la délégation ne puisse pas, en tant que telle, proposer un amendement. Ce ne sont, on oserait dire, que des recommandations. C'est un peu frustrant, c'est vrai, mais le débat a été largement consensuel, on va dire, au sein de la délégation, parce qu'effectivement, nous proposons aussi, pour les personnes qui ont une pension de réversion, qu'elles aient la possibilité d'avoir un complément de retraite comme les seniors qui aujourd'hui ont la possibilité de l'emploi retraite. Donc on propose également pour les personnes qui sont en temps partiel à ce qu'il y ait une possibilité de surcotisation. Ça c'est un point. Pour les personnes qui divorcent, au moment du divorce, qu'il y ait la possibilité d'étudier déjà à ce moment-là les futurs droits à la retraite. Donc ce sont des points qui effectivement vont dans le bon sens, mais qui peut-être aux yeux de mes autres collègues ne sont pas suffisants, mais j'espère que ça pourra avancer et que le ministre saura écouter notre message. Vous l'avez donc rencontré la semaine dernière avec Michèle André, qui est la présidente socialiste de votre délégation. Est-ce que vous avez chiffré ces avancées que vous défendez? La question m'a été posée, c'est bien là la difficulté. Nous n'avions pas les moyens déjà dans le temps, puisque c'est très rapide, mais on n'a pas les moyens non plus, on va dire, d'analyse suffisante. Alors c'est vrai que ça, c'est une grosse lacune, et c'est l'argument que le ministre peut éventuellement, ou va sûrement peut-être... Est-ce que vous espérez qu'il y ait un clivage homme-femme lors du débat au Sénat, plus que le clivage idéologique habituel? Non, le clivage homme-femme, on l'a déjà ressenti dans le cadre de la réforme des collectivités territoriales. Donc on va dire que il faut bien aussi que les femmes soient là pour représenter l'ensemble des citoyennes dont nous représentons leurs revendications. Merci Madame Panis. L'actualité politique en continu sur publicsénat.fr. À 22h, le journal de Public Sénat avec Sonia Mabrouk, et tout de suite sur LCP Assemblée nationale. Le magazine Parlez-moi d'ailleurs, consacré à l'Afghanistan. Bonsoir. Moi, j'ai 80 ans bientôt. C'est une vie de travaux forcés, la campagne à perpétuité.
Moi, l'enchaînement au travail, le vieux style esclavagiste, je vis pour les brebis, non. Avec Femmes en campagne, Danielle Vigne est allée recueillir la parole de ces agricultrices qui se sont battues pendant des dizaines d'années pour faire reconnaître leur existence. Dans les statistiques, elles étaient comptées dans les inactives. Donc notre combat, ça a été aussi de faire en sorte qu'on ait conscience d'avoir un métier. Femmes en campagne de Danielle Vigne, ce soir à 22h30 sur Public Sénat.